finir, j'ai jeté sur le papier, compte tenu d'une réflexion que je fais depuis longtemps sur le libéralisme, des pages et des pages. Et je me suis dit, mais je vais en avoir pour 3 heures, 4 heures, voire réaliser un séminaire d'études sur le libéralisme, ce qui serait parfaitement justifié. Alors je vais procéder de manière un petit peu décalée, sachant que pour moi, je vous livre pratiquement en conclusion, nous vivons dans une société que nous n'avons jamais connue. Nous sommes sur les rives d'un monde inconnu, la société dans laquelle nous sommes, ou plus exactement l'absence de société, parce que je pense que nous ne vivons plus en société et qu'elle est réduite désormais à un simple agrégat d'individus, en particulier sous l'influence du libéralisme. Le monde n'a jamais connu une société comme ça. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est bien la raison pour laquelle, en introduction, qui sera peut-être un petit peu longue et qui vous paraîtra décalée par rapport au sujet de la conférence au libéralisme, je traiterai justement de l'état de cette société pour vous montrer que précisément tout ce que vous déplorez, éventuellement, de cette société dite post-moderne, c'est précisément l'application du libéralisme. La société post-moderne, c'est le libéralisme en acte. Elle en épouse parfaitement les formes. C'est la première société libérale, c'est-à-dire que le libéralisme a réalisé une révolution beaucoup plus importante d'une certaine manière que le marxisme-léninisme. Et pour moi, le libéralisme en réalité est une forme de marxisme appliqué. Je vous expliquerai pourquoi. Alors qu'apparemment, bien entendu, tout le monde expliquera que c'est l'exact contraire, que le libéralisme est l'opposé de toutes les formes de totalitarisme, alors qu'il y a bel et bien, nous le verrons, un totalitarisme libéral qui est en train de s'installer, qui est ce totalitarisme à forme tout à fait particulière, où il n'y a pas de concentration, pas tant de concentration de panier à d'or, mais qui est un totalitarisme de la dissolution, où tout est dissous, où on ne peut plus rien affirmer, la vérité elle-même est entièrement dissoute, et nous verrons à cet égard très rapidement ce que dans quelques formules Orwell pouvait penser de cette disparition de la vérité. Pour démarrer sur la situation actuelle, je reprendrai un texte de Jean-Claude Guilbault, qui n'est pas soupçonnable d'esprit réactionnaire, et qui s'appelle Le goût de l'avenir. Et dans Le goût de l'avenir, voici ce qu'il nous dit. Sans le savoir, nous sommes entrés dans un monde nouveau. Nous avons du mal à penser véritablement la prodigieuse mutation anthropologique et historique dont nous sommes les témoins inquiets. Nous nous sentons de moins en moins capables d'agir sur le cours des choses. Panne, crise, déclin, c'est bien autre chose qui se déroule. Nous posons là, dans la profondeur vertigineuse de cette rupture historique et anthropologique que nous sommes en train de vivre. Reprenons une formule qui a Pégoline, Guilbault accélère. La grande modification qui s'est produite va bien au-delà d'un séisme comparable à celui des Lumières, d'un basculement analogue à la Renaissance, voire d'un engloutissement du monde ancien comme la fin de l'Empire romain. Il ne va pas de main morte. La rupture qui est la nôtre est plus radicale. Une telle transformation n'est plus réductible au raisonnement historique ou anthropologique habituel. Sa description échappe aux anciennes catégories mentales, de sorte que la pensée elle-même est confrontée au paradoxe suprême. Elle doit découvrir quelque chose qu'elle-même ne peut encore penser. Et j'adhère totalement à cela. Et c'est ce qui fait, bien entendu, devant ce monde mystérieux, inconnu, cette rive à laquelle nous sommes accrochés, avec une barque qui est en train de couler d'ailleurs, ce monde, nous avons un mal fou à l'appréhender. On ne sait pas comment faire, parce qu'il n'a jamais existé. Et donc, d'une certaine manière, toutes les réactions habituelles, classiques, de lutte contre ce désastre, donnent souvent des résultats faibles, voire nuls, et nous désespèrent.
Et au fond, nous sommes tous confrontés à une rageuse impuissance devant le monde qui est le nôtre. Nous avons tous la volonté de le transformer, de le modifier, etc. Mais la mutation qui est en cours fait que nous n'avons pas de prise sur ce monde. Bienvenue dans le désert du réel. C'est le titre d'un écrivain bizarre qui est sans doute un des derniers communistes orthodoxes, qui s'appelle Slavoj Žižek. Et dans ce livre, l'iconoclaste ne prend pas de gants. La tolérance universelle et le libéralisme ont dilué la politique, le socius, le bien commun, soluble dans la démocratie. La liberté de penser joue en fait comme le plus achevé des contrôles sociaux, et la liberté d'expression n'est qu'un leurre, une fausse liberté, car les mots et les concepts nous manquent, le système nous enfermant dans de fausses alternatives dont il a défini les termes. Et vous savez bien d'ailleurs que nous sommes tous confrontés plus ou moins à une novlangue qui précisément a pour fonction peu à peu de nous empêcher de penser, parce que les choses ne sont même plus conceptualisables. Ignore la profonde vérité de ces constats, auxquels il faut ajouter une constante des mœurs actuelles, en quoi consiste la haine toujours accentuée pour toute pensée de contestation de l'ordre des choses. Nous le savons bien. Sans compter que le mépris affiché pour tout ce qui entend opposer à la normalisation de la pensée, le désastre s'accroît, et avec lui, une forme de consentement qui ne soulève pratiquement plus le cœur de personne. Mais le trait marquant de ces 30 dernières années, c'est une mutation décisive et sans doute irréversible, j'espère que non, dans la nature et l'exercice du pouvoir politique. En France, c'est sous un gouvernement de gauche, dirigé alors par François Mitterrand, que le feu vert à ce recyclage a été donné, avec le trio Delors, Bérégovoy, Jospin. Car c'est la gauche en France qui a pratiqué la plus grande libéralisation financière. C'est pas la droite. Si vous interrogez n'importe qui dans la rue, vous lui demandez le libéralisme, qu'est-ce que c'est, il va tout de suite vous dire c'est quelque chose de droite. Eh bien, en l'occurrence, le FMI s'est amusé, de manière un peu technocratique, à créer un indice de libéralisation financière, avec un paramètre, c'est un truc de technocrate. Hein. Eh bien, la conclusion tout de même, c'est que la libéralisation financière en France a été réalisée à 70% par la gauche et à 30% par la droite. C'est quand même assez intéressant. Mais ce sont tout de même les responsables élus de droite, qu'on se souvienne de la manière dont Nicolas Sarkozy nous a imposé le traité de Lisbonne, qui ont œuvré à la reconnaissance d'un pouvoir ni élu, ni reconnu, ni adopté, pouvoir sans partage, sans contrôle, qui se trouve au commandes de la destinée de tous, la Commission européenne par exemple. Et puis, pour assurer le pouvoir de la finance et du marché, le pouvoir politique, ou du moins ce qu'il en restait, s'est acharné à défricher, à planir, viabiliser le terrain de l'exercice sans partage de la domination de la finance. Cette tâche constitue dorénavant l'essentiel de la charge à laquelle les politiques se reconnaissent comme redevables, qu'ils soient de gauche ou de droite, et dont ils prônent sans arrêt l'urgente nécessité. Avec le dessaisissement consenti par les élus de la République du pouvoir qui leur était confié par le peuple au profit du pouvoir invisible, immatériel de la finance, ne nous l'aurons pas. C'est le peuple, en tant qu'origine et détenteur en droit de ce pouvoir, qui s'est trouvé liquidé. Qui peut aujourd'hui sérieusement penser que nous sommes en démocratie? L'essentiel de la politique aujourd'hui s'exerce contre l'existence même du peuple. Car ce dont il s'agit, c'est d'en finir une bonne fois pour toutes avec lui, pour gouverner des masses sans attache, sans consistance ni liens sociaux, des flux d'atomes humains, bref, les éponges de Platon, rebues et satisfaites par le pain qu'on leur distribue, et les jeux qui sont organisés pour les distraire et qui ont pour vocation de les empêcher de penser. Le capitalisme libéral s'arrache enfin à sa dernière limitation, le politique.
Tout bien pesé, nous dit Hayek, l'idée même de pouvoir politique est incompatible avec le concept d'une société d'hommes libres. Voilà un principe libéral bien affirmé. Les lois du marché représentent la seule instance universaliste et nous disent vous n'êtes plus libre de votre destin. Il s'agit donc pour nous, et c'est une tâche difficile, de perturber cette monotonie, cette lassitude devant la débâcle, et d'essayer de tenter de donner une sorte de visage à ce désastre que tous veulent sans le vouloir. Et c'est bien difficile. Comme dirait Hollande, c'est pas facile. Rompre dans une société qui déploie autant de moyens pour empêcher toute forme d'écart, d'évasion et de rupture n'est pas à la portée de tout le monde, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris, d'une simple dissension relative aux valeurs, aux règles sociales ou aux normes. Nous sommes en réalité dans une configuration, c'est bien cela qui fait la difficulté, dans laquelle il n'y a plus ni règle stable, ni valeur, ni normes. Et où l'idée même de valeur stable, de vérité ou de norme est considérée comme aberrante. Jean Dutour avait une excellente formule dont la profondeur métaphysique, philosophique et politique ne vous échappera pas. Il disait « L'homme est comme de la gélatine, enlevé de bocal, il se répand ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement le bocal a disparu, mais l'idée même de bocal est devenue aberrante. C'est bien ce qui fait qu'il n'y a plus d'éducation, qu'il n'y a plus d'autorité, etc. Ne cherchez pas plus loin. La raison, elle est là. Tout bocal est considéré comme quelque chose de scandaleux. L'homme sans bocal serait. Orwell. Je cite Orwell en introduction. Ne vous inquiétez pas, on va revenir au libéralisme, je suis déjà indirectement en train de tout écrire. Ce qu'il y a de véritablement effrayant dans le totalitarisme, ce n'est pas qu'ils commettent des atrocités, mais qu'ils s'attaquent au concept de vérité objective. Le sentiment que le concept même de vérité est en passe de disparaître du monde m'effraie bien plus que les bombes. Et quand la notion même de vérité objective est en passe de disparaître, ce ne sont pas seulement les conditions de la vérité qui sont sapées, mais ce sont aussi celles de la liberté. Dans le passé, chaque tyrannie finissait tôt ou tard par être renversée, ou du moins par rencontrer des résistances grâce à la nature humaine immanquablement éprise de liberté. Mais nous n'avons absolument aucune certitude que la nature humaine soit invariable. Tout comme on peut créer une race de vaches sans cornes, peut-être est-il possible de créer une race d'hommes qui n'aspirent pas à la liberté. Petit descriptif en 3 étapes. On a l'habitude de raisonner en étapes successives dans l'histoire des civilisations. Il y a eu d'une certaine manière les civilisations traditionnelles, on dit traditionnelles, on dit souvent ça quelquefois d'ailleurs avec mépris, qui ont été suivies par la modernité et aujourd'hui par la post-modernité. Pourquoi ce schéma est-il important? C'est parce qu'en réalité, avec d'autres philosophes, mais pas beaucoup hélas, je défends l'idée que la modernité est morte. Nous ne sommes plus à l'âge moderne. D'où d'ailleurs la révolution incroyable que j'ai essayé de vous décrire en introduction. Nous sommes dans cette époque post-moderne. Et la modernité, en réalité, la modernité n'a pas succédé à la tradition. La modernité et la tradition ont toujours fonctionné ensemble. Et c'est bien parce que la modernité, les derniers restes, je dirais, de sociétés traditionnelles sont morts, que la modernité, qui n'est qu'une force négative, meurt à son tour. Nous sommes tous orphelins de la tradition et de la modernité, de cet ensemble. On voulait vous quelques preuves. C'est simple. Alcidamas, au 5e siècle, qui était un disciple de Gorgias, au 5e siècle avant Jésus-Christ, invente le contrat social. C'est pas Rousseau. C'est une idée moderne, suivant laquelle la société résulterait d'un contrat. Et il le décrit parfaitement. C'est à la même époque,
vers 450 avant Jésus-Christ, que Sophocle fait dire à Antigone s'adressant à Créon, ne pas s'enterrer mon frère, c'est ébranler l'ordre du monde. Quelle formule extraordinaire qui résume le fondement des sociétés traditionnelles, dans laquelle les membres de ces sociétés sont liés entre eux par la reconnaissance d'un ordre naturel et ou divin, transcendant et hors de la portée des hommes, qui ne leur appartient pas de modifier. Et pourtant, c'est à la même époque, pratiquement la même année, que Protagoras lance, peut-être considéré comme un résumé de la modernité, l'homme est la mesure de toute chose. Pic de la Mirandole, beaucoup plus tard, en 487, dans son traité de la dignité humaine, développe l'idéologie du gender. Dieu, dit-il, l'homme, dit-il, est la seule créature que Dieu a voulu sans nature. Et sa nature est précisément de faire sa nature. Et certaines traductions plus imagées disent qu'il doit sculpter sa propre statue. Que cet existentialisme est moderne. Autrement dit, la modernité cohabite toujours avec la tradition. Et la période de l'âge moderne, celui du triomphe de la modernité, n'a pas échappé à cette cohabitation. Alors la modernité comme idéologie, tournée vers l'avenir, veut nous faire sortir d'un passé vieux de l'infériorité de l'obscurantisme pour abandonner un monde subi pour passer à un monde voulu. L'ambition de la modernité, l'ambition de la philosophie des Lumières, etc., c'était cela. Et suivant Hannah Arendt, d'ailleurs, elle dit que la modernité, c'est l'assomption de la volonté humaine et le primat de cette volonté sur l'ordre naturel et la tradition. En fait, l'idéologie de la modernité entendait concilier deux choses. Un individu autonome, qui se donne à lui-même sa propre loi, et qui, dégagé de ses appartenances, traditions, enracinements, etc., et de toute espèce de finalisme religieux et traditionnel, va être à même de se lier par la raison universelle, c'est le deuxième élément, qui est l'outil de cette émancipation et le principe d'unité qui transcende les particularismes. C'était cela, les deux éléments de la modernité. Et l'histoire de cette ambition, c'est l'affrontement de deux logiques qui s'achèvera par l'effet d'une raison devenue folle et le triomphe de l'individualisme, agissant comme une centrifugeuse dont le mouvement ne cessera de s'accélérer. Alain Touraine, le père de notre ministre sociologue, dit ceci: la conception occidentale la plus forte de la modernité, celle qui a eu les effets les plus profonds, a surtout affirmé que la rationalisation imposait la destruction des liens sociaux, des sentiments, des coutumes et des croyances appelées traditionnelles, et que l'agent de la modernisation était la raison elle-même. Et il ajoute: l'idéologie de la modernité est peu convaincante quand elle cherche à donner un contenu positif à cette modernité, tandis qu'elle est forte quand elle reste critique. Elle anime les luttes contre les sociétés traditionnelles, plutôt qu'elle n'éclaire les mécanismes de fonctionnement d'une société nouvelle. Force de dissolution de l'ordre ancien, plutôt que de construction d'un ordre nouveau. Donc la force libératrice de la modernité s'épuise à mesure qu'elle triomphe. C'est ce qui s'est produit. Et nous en arrivons à la post-modernité. La post-modernité, en France, on n'en parle pas beaucoup, parce que les intellectuels français, à quelques rares exceptions près, n'aiment pas beaucoup cet abandon de la modernité, cette coupure d'une certaine manière avec les Lumières qui les a tellement marqués. Et la modernité garde pour eux quand même une connotation positive. Et donc ce postulat de continuité entre la modernité et la postmodernité nourrit des expressions comme modernité tardive, néo-modernité, ou de préfixes quantitatifs qui lui confèrent un développement croissant, super-modernité, hyper-modernité, à croire que l'hyper-modernité
modernité est à la modernité ce que l'hypermarché est au commerce traditionnel, qu'il y a une espèce de continuité entre les deux. Bien, je ne le crois pas. Je crois que la rupture est en réalité quasi totale. Pourquoi? Parce que comme soulignait Claude Lefort, l'ambition de la modernité, c'était de délier les individus de leurs appartenances à la tradition, de l'influence des curés, etc., et de les relier par la raison. Et dans une très belle phrase, Lefort nous dit « La déliaison a été réussie et la liaison ratée ». Et nous voilà orphelins. Et la postmodernité, c'est le versant émancipation, autonomie de la modernité, mais sans la raison, sans monde à construire, sans avenir, sans échappatoire, sans finalité et sans espérance. Et il faut s'en féliciter. Nous voilà enfin débarrassés du besoin d'avoir des principes. C'est ce qu'on appelle la pensée faible, le débolisme, comme disent les Italiens, dont alors un de leurs représentants, Gianni Vattimo, nous dit ceci. Concrètement, penser faiblement, cela signifie ne pas ressentir avec nostalgie l'absence de fondement comme un manque, une faiblesse, mais à le ressentir comme une chance. Et la chance qui s'offre à nous, c'est d'échapper à la pensée violente de la métaphysique. Cela signifie également ne pas vouloir substituer à un énoncé qui se révèle faux, un énoncé qui se révèle vrai. C'est savoir qu'il n'y a pas de vérité, mais seulement des interprétations. On rejoint Orwell. Voilà la postmoderne. Je schématise, parce qu'il faut malheureusement qu'on aille un peu vite. Dans tout cela, cette société est caractérisée par une chose, c'est l'adieu aux politiques. L'économisme, le culte du bien-être, la passion de l'enrichissement, désormais libérés de toute rationalité susceptible de les encadrer, débouchent nécessairement sous l'idolâtrie du marché, devenu l'instance suprême et transcendante, le paradigme d'un système social sans finalité, exempt de toute recherche d'un quelconque bien commun. La postmodernité, pardonnez-moi l'expression, c'est le triomphe du bourgeois, de l'esprit bourgeois, c'est-à-dire celui pour lequel seul existe ce qui est utile. Ayant définitivement triomphé de ces deux ennemis traditionnels, la transcendance et la révolution. Voilà pourquoi la situation dans laquelle nous sommes est éminemment conservatrice d'elle-même, puisqu'elle a éliminé d'une certaine manière les deux facteurs de contestation possibles, que sont la transcendance, qui est une soif absolue d'une certaine manière, et la révolution. La postmodernité, vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit, c'est le libéralisme en acte. C'est le libéralisme, nous dit Pierre Manant dans son livre sur les libéraux, qui aujourd'hui fournit les termes dans lesquels Européens et Américains formulent les problèmes de leur vie sociale. C'est lui qui donne le ton. Il reste indubitable qu'au moment où j'écris, les principes libéraux reçoivent une adhésion plus ferme et plus générale que jamais. Souvent de manière négative, en fait. Alors si on aborde la question des études sur le libéralisme, la première chose, et qui est la première défense de beaucoup de libéraux, beaucoup de gens que je connais, qui disent « Ah non, moi je suis libéral ». Alors, j'attaque sur un certain nombre de points. Ils disent « Non, mais c'est pas mon libéralisme, c'est pas celui-là. Hein. Le libéralisme est aujourd'hui un terme tellement polysémique qu'on met n'importe quoi derrière. Il y a toutes les écoles, etc. » L'enracinement du libéralisme, enracinement profond, philosophique, parce que c'est d'abord une philosophie avant d'être une théorie économique, le libéralisme, remonte très loin dans le temps. Les gens vous disent « Ah, le libéralisme, oui, ça remonte à la Renaissance. » Bien avant, dans une querelle dont je vous passerai les détails, parce que c'est une querelle philosophique assez complexe, qu'on a appelée la querelle des universaux et la querelle du nominalisme. En quoi ça consiste? Je schématise rapidement. Le nominalisme a abouti à cette conclusion
que seul le particulier est réel. Il n'y a de réel que l'individu. C'est ce qui faisait dire, vous le savez, à Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Voilà une application nominaliste. Et le nominalisme, bien on pourra en parler des heures, est pour moi la grande rupture épistémologique de l'Occident. C'est là-dedans que vont s'ancrer toutes les théories, l'individualisme méthodologique et le libéralisme. Seul le particulier réel. L'idée du bien commun disparaît. Ce qui va permettre de considérer désormais, formule libérale classique, l'intérêt général comme la somme des intérêts particuliers. On ne parle plus, bien entendu, du bien commun, qui est une notion politique, le bien commun. On parle d'intérêt général, puisque, pour la philosophie libérale, l'homme est réduit à la poursuite de ses intérêts. Voilà le fondement de l'individualisme méthodologique. Petit marqueur du passage de la modernité à la postmodernité. Je vous ai dit que la modernité, c'était, derrière avec Hannah Arendt, c'était l'assomption de la volonté. On voulait passer d'un monde subi à un monde voulu. C'était ça la grande idée. Eh bien, le marqueur de la postmodernité, c'est le retour de la fatalité. Regardez à quel point on nous dit toujours « Ah, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. » Retour de la fatalité. La mondialisation se présente comme la force du destin aujourd'hui, dont le caractère fatal et inévitable traduit plus que tout autre le faire-part de décès de la modernité. Si cette dernière incarnait l'assomption de la volonté, aujourd'hui nous avons basculé, nous dit Hannah Arendt, dans l'idéologie destinale post-moderne d'un monde qui souffre précisément de la maladie du destin. Le changement hérité du mouvement du XIXe siècle était un concept politique lié à un projet et à une force critique. À partir des années 1980, il a été naturalisé en phénomène physique, mécanique et destinal, alors que le changement était voulu, il est dorénavant subi. L'inversion de polarité est radicale et elle ne nous échappera pas. C'est chiffré aujourd'hui, vous savez, que la crise constitue l'alibi de toutes les impuissances. Nous ne maîtrisons plus rien, il faut faire avec. Renoncer à défendre ce qui constitue l'unique ennemi résistant encore un peu à la mondialisation financière, la civilisation. Car l'économie, vous le savez, est sortie de son lit. N'ayant plus de limites, elle a colonisé tous les cerveaux et le monde entier. Et la colonisation des cerveaux, qu'on me pardonne, si un certain nombre d'entre vous sont issus de nos grandes écoles de commerce, ou bien ont des enfants qui sont dans ces mêmes écoles, mais cette colonisation mentale s'effectue en particulier dans les écoles de commerce. Et à Dauphine, j'ai moi-même, il n'y a pas très longtemps, dans un cadre professionnel, passé un examen à Dauphine, où je voulais, je dirais, voir dans la branche qui est la mienne, quel était l'enseignement de la finance anglo-saxonne, ce que ça pouvait donner comme résultat. L'enseignant que j'avais était celui qui est maintenant doyen de Dauphine, qui est un garçon extrêmement astucieux et avec beaucoup d'humour. Et à la fin des cours, je lui dis, mais vous y croyez, tout ce que vous avez enseigné? Alors il s'est marré, il m'a dit, non, pas tout. Je lui dis, oui, mais le problème, moi j'ai un neveu qui a fait un 3e cycle avec vous. Il a tout gobé. Donc sortent de ces universités, de nos écoles, des enfants qui ont les clés comptables du monde et qui ne voient le monde qu'à travers ces clés et les impératifs économiques et financiers. C'est absolument dramatique. On fabrique, la formule est un peu absurde, parce qu'en plus ce sont des garçons souvent astucieux, mais on fabrique malheureusement de brillants imbéciles. Et je trouve ça dramatique. Bon. Alors parler du libéralisme suppose donc une première difficulté résolue. Savoir de quoi on parle. C'est quoi? Les ouvrages que lui consacrés commencent presque toujours, alors là vous avez des pavés, qui énumèrent les écoles, les familles de pensée libérale, dont les variantes viennent masquer, rendre beaucoup plus difficile l'appréhension du noyau central, qui en constitue le génome. Il y a bien un génome du libéralisme.
C'est ainsi que dans un bouquin, Francisco Vergara nous dit ceci. Il faut éviter de confondre le libéralisme classique, les pré-libéraux comme John Locke et Pufendorf, les ultra-libéraux courant dans lequel il classe indifféremment Frédéric Bastiat ou Milton Friedman, et Pascal Salin lui-même, dans son ouvrage de référence dont je vais vous parler, évoque les deux libéralismes, l'un humaniste et l'autre utilitariste, ou plutôt instrumental, et il ajoute il y a des degrés dans le libéralisme. Il existe des libéraux avancés, des libéraux sociaux, des libéraux ultra. Allez vous y reconnaître. Pourquoi insister? J'insiste parce que j'ai pour un agaçant de plus en plus profond à voir un certain nombre de mes amis que je connais bien, qui ne sont en aucun cas des libéraux, mais se dire libéral quand même parce que ça permet de protester contre l'étatisme actuel, la fiscalité confiscatoire, le triomphe des lobbies, les ayatollahs écolos, la dictature des syndicats, etc., etc. Voilà. Donc, comme on est contre tout ça, on se dit libéral. Ce qui est parfaitement imbécile. Ça les transforme en idiots utiles, complices de tous les abandons de souveraineté et des évolutions de la société qu'ils déplorent, dont les principes sont pourtant contenus et détaillés dans les annexes d'un traité qu'ils ont voté, qui est le traité de Lisbonne, et les déclarations de droit qui l'accompagnent. Et puis j'ai d'autres amis, véritablement libéraux, que je crois un peu schizophrènes. Libéraux résignés le plus souvent. Le libéralisme étant pour eux le seul moyen pratique réel de sauver la liberté. Mais qu'est-ce que c'est, la liberté? J'y reviendrai tout à l'heure. Et ils se raccrochent à ce dernier, comme le dernier brin d'herbe auquel se cramponnait sur la pente qui nous mène à l'abîme. Et puis quand même, impossible de ne pas laisser éclater sa colère à la vue des destructions réalisées, des décombres, de la décharge, où s'amassent les débris de la nation française, de la société, de la simple nature humaine, de l'homme disloqué, dévasté, nous dit Jean-François Mattei récemment dans son dernier livre posthume. Tout cela produit nécessairement, parce qu'il faut bien nommer, l'idéologie libérale. Et puis j'éliminerai deux expressions tout de suite. Le néolibéralisme. Il n'y a pas de néolibéralisme. Ça n'existe pas. C'est le libéralisme qu'on présente comme néo et qui s'inscrit en parfaite continuité avec la philosophie libérale. Je ne vois pas en quoi Hayek, Mises, Milton Friedman présentent quoi que ce soit de fondamentalement nouveau, leur texte confirmant plutôt la continuité historique. Il y aurait un ultra-libéralisme, un extrême, vous savez. Notion qui présuppose l'existence d'un critère objectif permettant d'identifier un libéralisme de référence par rapport auquel il y aurait des excès, des formes déviantes, extrémistes, légitimant la qualité du ultra. Et là aussi, méfiez-vous, il n'y a qu'un libéralisme. Alors, pour ne pas être accusé de reconstituer un libéralisme imaginaire, afin d'en rendre la critique plus aisée, et après lecture de nombreux ouvrages sur le sujet, il m'a paru plus simple de focaliser l'analyse sur le livre de Pascal Salin, intitulé Libéralisme, qui constitue une excellente synthèse et l'une des œuvres de référence en la matière la plus fréquemment évoquée par les libéraux. Donc, je ne me trompe pas. L'ouvrage, qui a le mérite incontestable d'aller au fond des choses, présente toutefois un habillage qui nuit à la démonstration. Il procède très souvent par aphorismes et postulats que l'on aimerait mieux établir et démontrer. Par exemple, ça va vous faire plaisir. Par ailleurs, reprenons le raisonnement de Frédéric Hayek dans La route de la servitude, son ouvrage principal, il y a une profonde communauté de pensée entre les vrais extrémistes de droite et de gauche, c'est-à-dire entre le communisme et le nazisme, auquel le libéralisme seul peut véritablement être opposé. Autrement dit, il faut choisir totalitarisme ou libéralisme. Alors d'abord, le nazisme est de droite.
Mais c'est délirant qu'on ait accepté cette catégorisation. On nous explique au fond que les régimes fascistes, nazis, sont caractérisés par l'autoritarisme, etc. Bon, alors Staline était nazi. Lénine l'était parfaitement. Si vous voulez la meilleure définition, je fais une petite parenthèse, la meilleure définition du Führerprinzip, lisez Que faire de Lénine, dans lequel il explique très simplement que les ouvriers sont des imbéciles. Ils ne comprennent rien à rien. Donc ils sont incapables de faire la révolution parce que tout au plus, ils ont une conscience de leurs petits intérêts personnels, ce qu'ils appellent les tribunionistes dans la Lénine. Alors il dit, comment faire si les ouvriers sont incapables de penser? Il faut penser à leur place. Et qui va penser à leur place? Le social-démocrate. Dans la bouche de Lénine, le social-démocrate, c'est pas le sens actuel, c'est celui qui possède parfaitement le matérialisme dialectique. Donc le social-démocrate va penser pour eux. C'est comme ça qu'on va définir l'avant-garde du parti. Mais l'avant-garde, qui est l'avant-garde? Moi, Lénine. Il le dit tel quel, hein? Il le dit tel quel. C'est la meilleure définition du Führerprinzip. Et on a classé Lénine à gauche. Et Hitler à droite. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise dont nous sommes tous victimes? Le nazisme, au départ, est un mouvement de gauche à laquelle toute la droite allemande, protestante ou catholique, est parfaitement opposée. Il y avait qu'à voir les officiers de la Wehrmacht d'une manière générale. Enfin, c'est une imbécilité de nous expliquer que le nazisme est de droite. Mais ça marche. Bon. Alors il continue ces aphorismes. Si l'on définit le libéralisme comme la défense d'une société sans contrainte, on doit dire que le libéralisme est un humanisme. Et même plus précisément, que l'humanisme est indissociable du libéralisme. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre doctrine humaniste que le libéralisme. Et les raccourcis sont assez extraordinaires. On reproche au libéralisme d'être matérialiste, de prôner la poursuite exclusive de la richesse aux dépens de toute autre valeur, alors qu'il n'a d'autres aspirations que de permettre l'épanouissement des êtres humains et la réalisation de leurs objectifs spirituels, affectifs ou esthétiques, autant que matériels. On lui reproche d'être sauvage, alors que fondé sur le respect intégral des autres, il exprime l'essence même de la civilisation. Ce qui caractérise le libéralisme, c'est la reconnaissance des droits de propriété et la liberté contractuelle. Il continue, il n'existe que deux modes d'action des individus dans une société. Ou bien la coopération sociale qui implique l'échange de volonté libre, ou bien la contrainte, qu'elle soit physique ou légale. Il n'y a donc que deux visions possibles de la société. Une vision libérale et une vision constructiviste. Pour les libéraux, le constructivisme, c'est l'horreur. Les deux conceptions resteront toujours inconciliables. La conception individualiste et la conception collectiviste. Vous avez vu la malhonnêteté. Immédiatement, le constructivisme, c'est le collectivisme. Et on n'a pas la transition. Et puis son livre commence par une introduction étonnante qui, pour ma part, suffit à le condamner définitivement. Sa première phrase. La reconnaissance de la liberté individuelle a lentement émergé de l'histoire dans les pays occidentaux et a été à l'origine de leur extraordinaire prospérité. Pour la première fois, à partir de la fin du XVIIIe siècle, des masses immenses ont pu sortir de la pauvreté parce qu'on a laissé les hommes libres de créer. Vous imaginez l'horreur, le contresens historique? Les ouvriers du XIXe siècle, grâce à la liberté, ont retrouvé, se sont enrichis, mais la condition ouvrière est précisément la cause première de l'individu, la conséquence première de l'individualisme libéral. C'est parce qu'au nom de l'individu, on a supprimé tous les textes, toutes les réglementations qui protégeaient le droit du travail sous l'Ancien Régime, que précisément, on les a fait individus, puisqu'on leur a interdit, sous peine de mort quelquefois, de s'associer. Ce sont les fameuses lois d'Allard et de Chapelier. Au nom de l'individualisme, on a interdit aux ouvriers de s'associer. Et lorsque très longuement après, en 1931, pour la première fois, les ouvriers se révoltent, c'est la révolte des canuts, 1931, qu'on avait abominablement trompé, Casimir Perier leur répond: il
faut que les ouvriers sachent qu'il n'y a de remède pour eux que la patience et la résignation. Et la condition ouvrière du XIXe siècle, créée par cet individualisme du début du XXe siècle, a été une abomination. Et c'est précisément ce qui a entraîné la lutte des classes et le fait que d'autres charlatans là-dessus, malheureusement des érudits, puisqu'il a fallu, n'oubliez pas la loi de 1884, pour qu'ils retrouvent enfin le droit de s'associer. Donc, introduction éclairante qui me chiffonne un peu. Bon. Le libéralisme est vrai en ce sens qu'il est fondé sur une conception réaliste de l'homme et des relations sociales, etc., etc. Bon. Mais il va développer dans son livre les raisons pour lesquelles la société n'existe pas. Et voici ce qu'il nous dit. L'entreprise n'existe pas. Le vrai libéral, dit-il, devrait éviter d'utiliser le terme d'entreprise afin de porter son attention sur les êtres véritables qui sont concernés, les propriétaires, les salariés, les fournisseurs et clients, tous ceux dont les liens contractuels sont constitutifs de l'entreprise. Une fois de plus, il n'y a que des individus. Même chose pour l'intérêt général. La prétention à définir un quelconque intérêt général différent de l'intérêt de chacun n'est rien d'autre qu'une escroquerie intellectuelle. D'ailleurs, la notion même d'intérêt général ou d'intérêt national est absolument dépourvue de sens. Sans logique. Une société est un ensemble d'individus. La nation relève de l'ordre spontané, elle est multiforme, évolutive, difficile à cerner. Et c'est la raison pour laquelle il justifie la liberté totale d'immigration, tout en précisant qu'il est favorable à l'idée d'accorder le droit de vote aux immigrés. Ce sont des individus. Au nom de quoi le refuser? Au nom d'une citoyenneté nationale? Mais la nation n'existe pas. Qu'est-ce que la nation? Si ce n'est un ensemble d'hommes et de femmes. Et comment pourrait-il y avoir des objectifs nationaux, indépendamment des objectifs individuels? Pour un libéral, l'appartenance d'un individu à une collectivité quelconque, qu'elle soit nationale, religieuse, culturelle ou sportive, ne concerne pas l'objet de l'observateur extérieur, même s'il est important pour l'individu. Ayant établi que l'État-nation, caractéristique de société moderne, est incompatible avec une société de liberté individuelle, c'est pour cette raison, dit-il, que la mondialisation, si elle contribue effectivement à la destruction des États-nations, serait un bienfait pour l'humanité. C'est clair, mais c'est logique, tout ça s'enchaîne parfaitement. Alors la liberté, pour j'habite, que différencia-t-il entre la liberté du libéral et la liberté classique? Une opposition radicale. La liberté des Grecs, qui a été reprise d'ailleurs par la liberté chrétienne, qui sont de même nature, prétendait que d'une certaine manière, la nature humaine, la liberté de nature humaine, c'était d'accomplir sa nature, ce pourquoi il était fait. C'est-à-dire que l'existence devait accomplir l'essence de l'homme. L'homme avait une vocation, vous savez, pour ceux qui, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais pour ceux qui sont catholiques, c'était lorsque Jean-Paul II répétait à l'envi l'homme doit devenir ce qu'il est, c'est exactement ce que ça voulait traduire. Et les Grecs avaient exactement la même formule, et fou était d'ailleurs celui qui refusait son être, d'une certaine manière. C'est le ressort même de la tragédie grecque. La foule d'Ajax, etc., celui qui oublie son être. Créon, qui oublie les lois éternelles. Et ça finit très mal, vous savez que dans la tragédie d'Antigone, tout le monde meurt, c'est un désastre, il n'y a que le souffleur qui assure son salut par une prompte fuite. Mais bon, alors, par contre, la liberté libérale, elle se défie de manière totalement négative. C'est une absence de contrainte. Être libre, c'est agir sans coercition extérieure dans l'exercice de ce propre droit. Je fais ce que je veux. La liberté, cette liberté-là, est la valeur morale et politique suprême à laquelle il convient, s'il le faut, de sacrifier toutes les autres. Voilà. La liberté nouvelle. Et nous n'allons pas voir le problème que ça pose. Dans une société quelconque, c'est la cohabitation de ces libertés.
Comment on va faire pour faire cohabiter ces libertés? Ben, c'est pas compliqué. Les libéraux nous répondent, je passe par ça, donc, par l'optimisme. Et voici ce que nous disait, je crois que c'était Bastien. Si le libéralisme était le véritable humanisme, la seule vraie utopie réaliste qui autorise la plus belle espérance, que notre part, c'est toujours Salin, la confiance optimiste dans l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unité doit résulter de l'universel assentiment de conviction libre et de la naturelle attraction que la vérité dont ils nous disent qu'elle n'existe pas exerce sur les hommes. C'est la vérité de cette liberté négative. Donc tout ce qu'on peut demander à la loi, c'est la liberté pour toutes les croyances. Quelque anarchie qui doit en résulter dans le monde pensant. Difficile de ne pas penser à Benjamin Constant. La prétendue anarchie morale que dénonçaient les adversaires du libéralisme n'est en réalité que l'état naturel, désirable, heureux, d'une société dans laquelle chacun, suivant ses lumières, ses loisirs, sa disposition d'esprit, croit ou examine, conserve ou améliore, fait en un mot un usage libre et indépendant de ses facultés. Donc, ne restera plus au pouvoir politique ou à ce qu'il en reste à aménager la cohabitation de ses libertés, et jusqu'où, et de ses droits individuels, de ses droits collectifs, organisés collectivement en lobby, pour chacun. Il faut leur donner le maximum de liberté. Et pour que ça puisse marcher, il faut bien entendu que chacun ne se mette pas à juger les autres. Sinon, c'est la guerre. Donc la conséquence, ben, c'est l'interdiction de penser. C'est l'interdiction de juger. Vous pouvez penser ce que vous voulez à une seule condition, c'est de ne jamais prononcer de jugement sur ce que pensent les autres. Et l'interdiction de juger, c'est le retour à l'animalité. L'animal ne juge pas. Nous passons notre temps, nous, le jugement, c'est un process philosophique, de raisonnement classique, de rhétorique, etc. Un sujet à verbe et complément. C'est un jugement. Ce fauteuil est moche. C'est un jugement. Et vous ne pouvez plus juger. Et je pense que la manière d'agir de mon voisin est contraire à la nature, au droit naturel, au sens ancien du terme. Vous avez le droit de dire. Il fait ce qu'il veut, foutez-lui la paix. Et donc le seul facteur unificateur qui reste, c'est le marché. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que si le marché balbutie, c'est la catastrophe. Parce qu'il n'y a rien d'autre. On se rendra compte qu'il n'y a plus rien qui nous tient entre nous, en dehors des actes de l'achat et de la dépense, et de la consommation. Ce qui nous pose un sacré problème, d'ailleurs, qui est un problème politique, là. 70% du PIB français, c'est la consommation. Et nous sommes tous en train de râler contre cette fabrique générale par l'industrie publicitaire en particulier des addictions consuméristes. D'accord. Maintenant, on a réalisé une révolution. Désormais, nous avons des gens qui sont des gens raisonnables, qui reviennent à la sagesse antique, c'est-à-dire qui sont capables de dire « j'ai assez ». L'économie s'écroule. Voilà quelque chose, personne ne réfléchit. C'est donc une espèce de schizophrénie entre le souhait que nous avons tous de revenir à une forme de sagesse, d'une certaine manière, et en même temps savoir que cette sagesse est une catastrophe pour l'économie. Beaucoup d'économistes le disent très bien, d'ailleurs. Il y a un petit bouquin de Luc Ferry qui vient de sortir, qui dit, c'est parfait, il dit, ma grand-mère arriverait dans un supermarché, elle trouverait ça d'une vulgarité absolument épouvantable, elle mettrait les voiles. Hein, parce que, il faut, et d'ailleurs, il faut détruire dans l'individu. Pourquoi faut-il détruire chez l'individu
précisément tous ces attachements, traditions, etc. Parce que ce sont des freins à la consommation. L'individu qui peut consommer un maximum, qui est sensible à l'industrie publicitaire en particulier, au fait d'avoir la 4G après la 3G, d'avoir le téléphone portable, machin, qui, il y a 3 mois, était neuf, etc. Voilà, c'est comme ça que ça va. Notre système est fondé, notre système économique est entièrement fondé sur les addictions consuméristes. Bon, alors, c'est un peu embêtant. Donc, arrêtons de penser. Tout ira mieux. Dieu, c'est le marché est Dieu. Laissez faire la nouvelle providence. Le Deus absconditus, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre, Big Brother, ou Big Mother, marionnettiste et mystérieux, metteur en scène de tous les jeux de nos vies, laissez faire. Peut-on avoir une conclusion? Je vais aller un peu vite et j'en suis désolé, mais s'il y en a que ça intéresse par Internet, je pourrais leur communiquer éventuellement le texte plus complet de cette conférence. Car à tout prendre par petits bouts la lorgnette, c'est-à-dire en ne voulant considérer que l'individu. Que l'individu. Et la raison pour laquelle, pour exemple, au moment du vote de la loi Taubira, il y avait impossibilité de communication entre les adversaires. Tient au fait que d'un côté, il y avait des gens qui défendaient l'exigence de l'ordre collectif, et de l'autre, des gens qui avaient complètement basculé dans les exigences du droit individuel pur. Et que répondre dans ce cas-là à celui qui vous dit, mais attendez, la loi, elle va nous autoriser à nous marier entre gens du même sexe, mais elle ne oblige pas à le faire, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et c'était ça le débat. Enfin, le débat, faux débat, il n'y avait pas de débat. À partir du moment où vous renoncez à l'idée même d'un ordre collectif, où vous renoncez à l'idée de penser que l'affirmation de certains droits individuels peut ébranler l'ordre collectif. C'est Antigone, vraiment. On avait l'introduction. Il n'y a plus de discussion possible. On a des gens qui, d'un côté, sont parfaitement adaptés à cette postmodernité, capables d'évoluer avec elle et d'évoluer comme on leur demande d'évoluer, et d'aimer ce qu'on leur demande d'aimer, dont les capacités de jugement ont été complètement éradiquées, lobotomisées. Vous en avez, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont enseignants, il y en a qui l'ont été, je ne sais, certains le sont peut-être encore, mais on se rend bien compte que les capacités de raisonnement ont été détruites. Et plus grave, je vais peut-être conclure là-dessus, il y a quelque chose qui se mijote, vous savez, ce sont les idéologies du transhumanisme et du posthumanisme. Et là, ça va très vite. J'ai un de mes amis, que certains Marseillais connaissent peut-être, qui est un neurophysiologiste connu, assez remarquable, qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps un texte sur lequel on travaille, sur les vitesses à laquelle ça progresse. L'idée étant de dire, d'une certaine manière, alors vous savez, il y a Robocop, il y a bien entendu cette idée. L'idée, au fond, c'est de numériser la pensée et la conscience pour pouvoir la transporter dans une machine. Là, c'est pas possible, ce truc-là. Lui pense qu'on n'y arrivera pas, mais il ne dit pas que c'est impossible. Et la vitesse de progression des calculatrices, en particulier, etc., c'est absolument phénoménal. Ça double tous les 2 ans, et de manière exponentielle, fait que de toute façon, certaines officines, ce qu'on appelle GAFA en particulier, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, et puis le 4e, peu importe, financent ces projets. Tous leurs patrons sont des fanatiques du post-humanisme. Parce qu'après le transhumanisme, c'est-à-dire le transhumanisme, le cyborg, l'homme augmenté de l'appareil, etc., hein, on va passer au post-humanisme, suivant lequel l'homme est de trop. On n'a pas besoin. Vous avez même des écolos fanatiques qui disent l'homme est l'ennemi de la nature, il faut que l'homme disparaisse. Mais vous avez des théories, en particulier en Australie,
etc. En Australie, par exemple, il y a beaucoup d'associations qui militent pour l'égalité entre les hommes et les animaux. C'est-à-dire que vous avez la loi Taubira, et un jour, on pourra épouser sa vache. Hein. Et au nom de quoi? Le problème du libéralisme, vous comprenez bien, c'est qu'il a détruit précisément tout. Au nom de quoi? Au nom de quoi, moi, enseignant, je vais enseigner ceci plutôt que cela? Au nom de quoi, moi, éducateur et père de famille, je vais transmettre ceci plutôt que cela? Au nom de quoi? De ce que je pense? Quel scandale! Au nom de quoi? À partir du moment où une société disparaît le au nom de quoi on fait ceci plutôt que cela, au sens vrai, il n'y a plus de société. Parce que s'il y a société entre vous et moi, c'est encore parce qu'il y a un socius, quelque chose en commun. Il y a bien entendu la langue qu'on parle, mais ça va disparaître progressivement. Il ne faut pas se faire d'illusions, la novlangue fait des progrès. Voilà. Donc, tout ça, le libéralisme, malgré les acquis modernes dont il se revêt, qui sont d'un autre temps, c'est une idéologie passéiste, peu destructeur, tant que la société tenait sur des bases séculaires qui avaient été constituées en amont par une culture qui a disparu, ça allait à peu près. Lorsque tout s'effondre, le libéralisme, comme le reste, est frappé d'impuissance. Et pour tout dire, sans pertinence aucune, et totalement obsolète.